Aujourd'hui, nous sommes à Croix, près de Lille, où j'ai le plaisir d'interviewer Cybèle Rolland, la directrice financière et la VP du support chez Exotech. Exotech, c'est le champion de la croissance 2022, selon les Échos. C'est une des licornes françaises dans le domaine de la logistique et dans le domaine de l'industrie. Je suis Guillaume Pellegrin, le fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Bordeaux ou Lyon, et j'interviewe des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès. Aujourd'hui, on est sur un épisode assez incroyable où il a fallu le réenregistrer. On a eu des problèmes de Wi-Fi, j'ai le Covid, mais c'est pas grave, on a vraiment fait preuve d'abnégation, on n'a rien lâché. Vous allez voyager dans le domaine de la logistique, de la réindustrialisation de pays développés, de la France. On va partir aux US, on va partir au Japon. C'est parti! Bonjour, bienvenue sur Extramuros, Cybèle. J'ai le plaisir ce matin d'accueillir Cybèle Rolland, la directrice financière et VP Support d'Exotech. Bonjour. Bienvenue Cybèle. Pour la petite histoire, c'est la deuxième fois qu'on l'enregistre, mais voilà, on lâche rien et cette fois-ci, c'est la bonne. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer, pour débuter, ce que fait Exotech ? Alors Exotech, on est une société basée à Lille, mais qui aujourd'hui a des ramifications un peu partout dans le monde, et on fabrique des systèmes intralogistiques, donc des systèmes de stockage et de préparation de commandes pour les entrepôts, pour la distribution, en particulier le e-commerce. Donc c'est des usages de préparation détail et stockage, ce qui permet d'avoir des systèmes basés sur de la robotique et du logiciel, là où les technologies traditionnelles sont plutôt basées sur de l'automatisme. Et aujourd'hui, il y a finalement très peu d'entrepôts qui sont automatisés, et donc nous on vient avec notre technologie robotique pour apporter de l'efficacité dans les entrepôts, de la maximisation du stockage et surtout de l'ergonomie pour les préparateurs de commandes. Bon, ça sonne comme de la logistique classique, mais moi je suis allé voir des vidéos, et notamment sur votre site, c'est une révolution. C'est-à-dire que moi j'ai vu des petits robots géniaux qui partent jusqu'à 12 mètres de hauteur, qui vont choper un petit carton, qui le redescendent, des bras qui viennent piquer dans les cartons pour préparer des commandes. C'est juste une énorme révolution, là. Oui, les systèmes traditionnels qui existent depuis une trentaine d'années sont plutôt des énormes cathédrales d'acier avec des systèmes d'ascenseurs, des systèmes de convoyage, donc c'est des systèmes super lourds. Les entrepôts robotisés en France, c'est moins de 15% du parc. C'est un peu pareil partout dans le monde. Aux États-Unis, c'est encore moins. Même Amazon, qui a leur propre système, ils ont à peine automatisé 30% de leurs entrepôts. Et donc nous, on est venu avec une solution qui est beaucoup plus souple, rapide et agile à mettre en œuvre, puisque du coup la robotique permet de décorréler complètement les notions de stockage, donc qui sont portées par les racks de stockage qui montent jusqu'à 12 mètres de haut, du système de flux, c'est-à-dire le nombre de commandes à préparer, qui bien sûr sont liés aux robots. Et on en a donc des robots qui vont réaliser le travail que font les humains dans les entrepôts non automatisés, c'est-à-dire circuler entre ces racks, s'y accrocher, monter jusqu'au bon bac pour prendre l'article et le ramener au préparateur qui du coup ne bouge pas de son poste de préparation et est dans une posture beaucoup moins fatigante, plus ergonomique, et puis finalement les robots sont les assistants des humains, donc voilà ce qu'on fait. Du coup, pour bien visualiser, pour ceux qui n'auraient pas encore vu la vidéo, mais je suis sûr qu'ils vont le faire après l'épisode, c'est des robots qui font à peu près quoi, 50 cm par 50? Oui, un petit peu plus, voilà, 60 par 60, tu pèses 50 kilos, comme des petits buggy, des petites voitures, et ils circulent tout seuls. Donc c'est des petits R2D2 qui filent comme ça entre des racks qui sont plus resserrés que d'habitude, parce qu'on n'a pas de transpalette qui passe entre les racks, ce qui fait une plus grande densité dans les entrepôts, plus de hauteur. Là aussi, révolution et gros gain de foncier, gain de mètres carrés au sol. Et tout ça, c'est parce que vous avez voulu faire beaucoup mieux qu'Amazon.
Oui, l'idée d'origine de nos fondateurs Romain Moulin et Renaud Heitz, c'est effectivement à ce moment-là, ils étaient tous les deux à travailler chez General Electric sur des robots médicaux, et leurs premières amours étaient dans la logistique. Ils avaient travaillé dans une entreprise qui fabriquait des AGV, donc des gros transpalettes robotisés. Et à ce moment-là, Amazon a racheté Kiva, qui était un fournisseur de petits robots en 2 dimensions, donc uniquement au sol, qui déplaçaient des armoires. Et lorsqu'ils ont acheté cette entreprise, cette start-up, Amazon a immédiatement décidé d'internaliser complètement cette société, de fermer son service commercial pour n'utiliser cette technologie qu'à leur propre service. Et donc c'est à ce moment-là que Romain et Renaud se sont dit qu'il y avait certainement des choses à faire dans cette partie préparation de commandes au détail. Voilà, ils ont incubé la société en 2014-2015. L'entreprise est réellement née mi-2015, et en 2016, ils signaient leur premier contrat avec Cdiscount et pouvaient réaliser ainsi une première levée de fonds de 3 millions pour procéder à la fabrication des premiers robots et à l'installation du premier système. Cdiscount, du coup, on est vers Bordeaux, on restera en France à ce moment-là, c'est ça ? C'est ça. Alors, Cdiscount, c'est effectivement une société qui a cru en nous dès le départ, avec qui depuis on a fait plusieurs installations. Évidemment, ils ont fait la toute première historique, et puis ensuite on en a fait une plus grosse en région parisienne. Et dernièrement, on a agrandi le système les systèmes de Bordeaux, donc à Cestas, à côté de Bordeaux. Ensuite, on a eu comme très très gros client Carrefour, qui a cru du coup aussi en notre technologie. Alors pas pour des commandes internet classiques comme Cdiscount, mais plutôt pour des drives, où là on a installé une énorme plateforme dans le sud de Paris qui dessert tous les drives de la région parisienne, donc ce qui permet de maximiser en fait vraiment la préparation de ces commandes. Et puis on a installé aussi des drives en région, dans le sud, et puis du côté de Toulouse, et puis du côté de en Champagne. Donc voilà, pour démontrer aussi que le système fonctionne très bien pour le retail alimentaire. Et ensuite, on a eu beaucoup d'autres clients. Aujourd'hui, parmi nos très grands clients, on a le groupe Uniqlo qui nous a attirés vers le Japon, pour lequel on a fait nos 2 plus grands entrepôts réalisés au monde. Decathlon, avec lequel on a fait notre premier plus gros contrat européen hors de France, puisque c'était aux Pays-Bas. Et depuis, avec Decathlon, on est dans un partenariat qui nous amène à signer des contrats dans toute l'Europe. Et notre premier grand contrat nord-américain a d'ailleurs été aussi signé avec Decathlon à Montréal. Et aujourd'hui, on a d'autres contrats. On est en train de faire notre dixième installation aux États-Unis, pas avec Decathlon, mais avec toute une palette de clients, beaucoup dans ce qu'on appelle apparel, c'est-à-dire les vêtements, les chaussures, voilà, tout ce qui peut se commander facilement par Internet. Voilà, donc on a des clients de type Internet, retail traditionnel pour approvisionner les magasins, retail alimentaire, B2B avec des acteurs souvent très forts en logistique, par exemple les quincailliers, les gens qui vendent en fait à des professionnels du bâtiment et qui en fait livrent dans toute la France. Donc voilà, c'est aussi une grosse verticale qu'on attaque. Et puis on a signé récemment aussi des acteurs des mondes des pièces détachées automobiles, par exemple. Voilà, tous ces acteurs qui ont une forte pression sur la chaîne logistique et qui sont à la recherche et qui ont une attention et une préparation très détaillée. Voilà, les pièces détachées, un garage va commander quelques pièces, il les faut le lendemain. Donc il y a une forte pression sur la livraison et la perfection de la commande. Et c'est là qu'il y a une révolution grâce à Exotech, c'est qu'on arrive à gagner du temps finalement et voilà. être beaucoup plus précis. Voilà. Alors on a des concurrents, hein. On n'est pas quand même seul sur ce marché. On a un concurrent plus ancien qui a une vingtaine d'années, qui est un Norvégien, AutoStore, qui a aussi un peu une forte denticité, mais pas le même principe de robot. Et puis forcément, ça s'agite comme partout dans le monde avec plein d'acteurs chinois, indiens, nord-américains. Mais notre technologie de robot 3D est très très solide. C'est un peu pour l'instant, c'est encore le seul robot qui fonctionne. Et ce qui compte aussi dans ce domaine-là, c'est l'industrialisation. C'est la capacité à avoir des robots qui fonctionnent bien, qu'on peut besoin de peu de maintenance, qui sont fiables, qu'on peut produire en grande quantité. Donc c'est au-delà simplement de l'innovation technologique, c'est comment on bâtit une capacité industrielle à produire et à livrer partout dans le monde, avec des problèmes normatifs.
Hein. On n'a pas les mêmes règles et les mêmes normes à appliquer en Europe où on est norme CE. Aux États-Unis, au Japon, ce sont d'autres normes. Donc il y a quand même des sujets de qualification de produits. Donc c'est un peu une course de vitesse pour à la fois garder de l'avance technologique et arriver à monter une vraie filière industrielle et arriver ensuite à livrer et à effectuer des chantiers partout dans le monde. Pour nos clients, ce sont des gros investissements. Nos systèmes valent entre 3 et 30 millions d'euros. On va dire que l'investissement moyen pour un client, c'est 8-10 millions d'euros. C'est ce qu'on retrouve le plus. Donc, c'est quand même des gros investissements qui sont censés durer 8-10 ans. Donc, il y a aussi une question de garantie client qu'on apporte et qui fait que plus on avance dans le temps, plus on devient mature et plus on peut lâcher derrière nous les petites startups qui démarrent, en fait. Oui, et puis du coup, c'est des marchés un peu long terme, quoi. Il suffit, si on a implanté la solution, si ça fonctionne à peu près, on n'a pas envie de changer, quoi. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. C'est alors le process commercial dure généralement entre 6 et 12 mois selon la hauteur de l'investissement, parce que justement c'est une grosse décision d'investissement pour un client. Et qu'il va étudier le ROI, il va étudier l'accompagnement en maintenance, que nous on fait un contrat de maintenance ensuite, donc il va vraiment comparer. Et ce sont généralement de gros appels d'offres où on est parfois en concurrence avec des technologies robotiques, mais plus classiquement on est en concurrence avec des technologies traditionnelles d'automatisme, la grosse machine-outil allemande, quoi. Donc on réindustrialise dans le monde et en France grâce à vous. Donc tu as cité plusieurs pays. Donc aujourd'hui vous êtes dans le monde entier. Alors aujourd'hui on est sur 3 grandes régions: l'Europe, où on est en train d'avoir des contrats dans de nombreux pays, l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada et le Japon. Voilà. Et on essaie déjà de maximiser ces régions-là où il y a beaucoup de business à faire. C'est pas mal, ouais. Et donc vous, c'est le hard, donc le robot, l'intelligence qui fait évoluer le robot, et c'est aussi derrière la maintenance. Il y a du service derrière. Oui. Alors effectivement, dans la conception du produit, un robot c'est commandé par du logiciel, donc c'est clé. Donc c'est beaucoup de logiciels en fait. Hein. C'est aujourd'hui, il y a à peu près 60% de l'innovation, c'est du logiciel. C'est du logiciel traitement des flux robots, de l'optimisation. Il y a la partie hardware, donc évidemment. Ce qui est passionnant dans la robotique, c'est que c'est tous les métiers d'ingénierie. Hein. C'est à la fois de la mécanique, de l'électronique, de l'électricité, de la communication. Du soft, des composants électroniques, etc. Donc on conçoit, on fabrique une grosse partie de la solution. On source aussi en qualifiant les fournisseurs sur les aimants qu'on fabrique pas nous-mêmes, comme par exemple les racks. On a des fournisseurs un peu partout dans le monde qu'on a qualifiés. On fabrique la partie robotique et les gros éléments sur l'île. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on installe, on va effectuer les contrats de maintenance, puisqu'en fait, on garantit une performance du système. On le garantit à la fois à l'installation, donc on est payé à la fin que lorsqu'on a atteint la performance qu'on a confirmée, qu'on a garantie au client dans son contrat. Et ensuite, on propose, et jusqu'à présent tous nos clients ont pris les contrats de maintenance, donc on propose la maintenance pour garantir ce niveau de performance. Et d'ailleurs, on traque ce niveau de performance qui est remonté au client quotidiennement. Alors, et tout ça se fait, le siège, le cœur d'Exotech est donc dans le nord de nord de la France, à Lille. Oui, aujourd'hui on est basé à Lille, on est sur plusieurs sites dans la métropole, Croix, Mons, Saint-Barreul, Ouascal, Villeneuve-d'Ascq, puisqu'évidemment notre premier site c'était Croix, mais c'est devenu trop vite trop petit. On est sur Lille sur des installations qui sont un peu de type ce qu'on appelle des installations d'activité, c'est-à-dire qu'il y a une très forte proximité entre les installations de production ou même en R&D on utilise des systèmes pour faire du test. Et donc c'est très imbriqué avec les bureaux. Donc on a toujours voulu avoir une grande proximité entre les bureaux pour la partie on va dire design et puis chez nous justement les gens qui travaillent sur du hardware ils sont un peu dans des ateliers quoi. On fait pas du hardware derrière un bureau. Il faut faire des montages, il faut faire des tests et la production et on a un peu tendance à dire que la production c'est le cœur d'Exotech et donc tout est organisé autour. Alors malheureusement, il n'y a plus assez de places, donc on s'est un peu étendu. On a fait la même chose c'est la banlieue de Lille, donc à 5 minutes d'ici. On a une deuxième installation, puis une troisième, etc. C'est une zone d'entrepreneurs que je connais bien, puisque nous, Newton, on est installé à Villeneuve-d'Ascq, on est bientôt à Marc-en-Barœul aussi. C'est un territoire avec beaucoup d'histoires d'entreprise assez incroyable.
Tu as commencé à évoquer les chiffres, tu es directrice financière d'Exotech. Tu as parlé d'une première levée de 3 millions. Aujourd'hui, vous êtes connu un peu plus largement de ces derniers temps parce que vous êtes devenu une licorne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors effectivement, on a fait en 4 années, on a fait 4 levées de fonds. Alors la toute première, 2016 évidemment, c'était la première levée de fonds suite au premier contrat pour pouvoir exécuter ce contrat. Il fallait du coup des installations pour pouvoir produire. Et puis en 2018, on a fait un tour à 15 millions où on a élargi en fait les investisseurs qui étaient des investisseurs de départ, 360 Capital et Brega. Donc le tour s'est un peu élargi avec Iris Capital. Donc des investisseurs français, voilà, certains qui font plutôt de la lucide et de la série A, Iris Capital qui est plutôt qui arrive au minimum en série A et ensuite fait des plus grosses accompagne plutôt sur la croissance des entreprises. En 2020 en 2021 pardon, en plein Covid, non pardon, je me trompe, en 2020. Je perds des années. En plein Covid, on a négocié notre série C où là on a fait rentrer un fonds international justement parce que c'était le moment où on commençait vraiment à être tiré sur l'international. Et puis fin d'année dernière qu'on a annoncé en janvier de cette année, on a fait notre série D où là on est passé encore un cran au-dessus en termes de montant. Et effectivement, on a atteint une valorisation de licorne. Bravo. Et maintenant, du coup, si on se tourne vers le futur, c'est quoi les prochaines étapes pour vous? Alors les prochaines étapes, c'est surtout de grossir en Europe, de structurer bien, grossir en Europe, grossir aux États-Unis qui est un marché énorme. Rebondir bien au Japon, puisque après nos 2 premiers contrats au Japon, la difficulté avec le Covid, c'est qu'on n'a pas réussi à correctement staffer les équipes commerciales. Et donc ça, on est en train de rattraper ça cette année. Aujourd'hui, on a une vraie équipe commerciale de 6 personnes au Japon. On fait des salons qui ont redémarré dans notre métier. Il faut montrer ce qu'on fait. Donc maintenant, on fait des salons et on commence à atteindre vraiment un niveau de reconnaissance de marque pour attirer justement pour être dans les appels d'offres. Donc là maintenant on arrive on est sur des négociations de gros deals au Japon et il en va de même aux États-Unis où on a fait des très gros salons et là on a beaucoup de deals rentrants. Donc notre challenge c'est d'avoir des équipes commerciales suffisamment staffées maintenant pour traiter tous ces leads rentrants. Donc on continue à recruter beaucoup, on est passé de 5 personnes à presque 50 en l'espace d'un an sur les aspects commerciaux et marketing avec des équipes basées dans les différentes régions. Et ensuite de savoir exécuter ces contrats partout. Donc gros challenge sur le recrutement. On a fini l'année 2021, on était un peu moins de 350 personnes. Notre objectif c'est de monter l'effectif fin 2022 à 650 personnes et à 1100 personnes fin 2023. Donc on a des grosses pressions pour recruter, pour du coup structurer parce que on recrute évidemment sur les US, sur le Japon, sur l'Allemagne. Pour structurer les installations qui accueillent toutes ces personnes. Donc c'est à la fois de la structuration juridique, de la structuration en bureaux, en locaux, avec une grosse difficulté, c'est d'arriver à forecaster finalement la taille de ces installations. On est toujours faux dans qui est toujours trop petit. C'est toujours trop petit. Donc là, on avait des premiers locaux à Atlanta, à Munich, et on est déjà en train de réfléchir. On vit ce qu'on a vécu à Lille, c'est-à-dire tout de suite on se dit zut, ça va être trop petit dans 6 mois. Et donc on est en train de déjà commencer à réfléchir à se projeter sur 2-3 ans en se disant il nous faut nous lancer dans un gros projet immobilier comme on l'a fait sur Lille. Ce qui est un challenge parce que ça veut dire arriver à projeter les effectifs qu'on sera dans entre 3 et 7 ans. C'est très difficile. Très dur déjà à périmètre équivalent avec le télétravail et cette crise. Déjà on sait pas, mais en plus avec une croissance comme la vôtre, bravo, bon courage. Du coup, c'est passionnant. Comment ça s'organise entre Lille et ces régions? Quelles sont ces régions? C'est quoi? C'est Japon, c'est US, c'est Europe? Est-ce que c'est encore plus subdivisé? Et quel est le rôle de Lille dans tout ça? Comment ça marche? Alors Lille, c'est un peu le centre historique. À Lille, on a toutes les installations et toutes les équipes de R&D et de production industrielle. Et puis on a basé depuis Lille toutes les équipes commerciales, déploiement et maintenance pour la région, on va dire Europe, ce qu'on appelle Europe de l'Ouest. Donc c'est France, Benelux,
Angleterre, Italie, Espagne. Depuis la Bavière, Munich, on a là une équipe qui est en train de grossir et qui va adresser les marchés germanophones et d'Europe centrale et nordique. Donc aujourd'hui plutôt des contrats qu'on a signés sur l'Allemagne, la Suisse, le Danemark, ces pays-là. Basé à Atlanta, on a toute une équipe qui elle s'occupe de l'Amérique du Nord. Donc pareil, à la fois commercial, donc plutôt tourné business, donc commercial, marketing, déploiement, maintenance, et pareil au Japon. Donc l'idée c'est qu'on a des business units tournés sur la maîtrise de leur périmètre géographique, et de Lille, on a plutôt la partie industrielle qui elle est tournée sur le développement des produits et la nécessité, la capacité à fournir les bons produits. Bon, et du coup tu parlais recrutement, vous avez besoin de beaucoup de talent, c'est une force d'être à Lille ? Aujourd'hui, c'est plutôt correct parce que je pense qu'on arrive à offrir sur l'île à la fois des grosses installations pour travailler, un cadre de vie qui est plutôt super agréable. On est un petit peu au cœur de l'Europe. Donc sur les profils jeunes, on n'a aucun souci pour recruter parce que les écoles d'ingénieurs finalement elles sont souvent dispersées dans toute la France. Donc finalement par rapport à Paris, on est aussi attractif. Sur les profils un peu plus expérimentés, on a beaucoup staffé en achat, en indus, en gestion de projet ces derniers mois. Donc des profils, on va dire 10-15 ans d'expérience. On arrive à soit attirer des profils qui viennent d'autres grands groupes de la région. Ou récemment, on a vu aussi des gens revenir pas mal de l'étranger, en particulier de Chine. Et donc on a pu aussi capter quelques profils de gens qui avaient ces expériences internationales. Et de manière générale, aujourd'hui, on est très connus en France, donc ça permet vraiment d'attirer assez facilement et les gens commencent, on voit dans les candidatures, on a des gens qui disent je vous suis depuis longtemps, voilà, et nous ce qu'on aime c'est ça, on a envie de gens passionnés, de gens qui nous rejoignent pour notre produit, pour l'ambition de notre entreprise, et voilà, on cherche l'étincelle dans les yeux, dans les yeux des gens. C'est pour ça qu'on aime bien les faire venir sur le site pour mesurer un peu l'attrait du produit et quel que soit le métier. Moi en finance, je veux voir des étincelles dans les yeux des gens, sinon j'ai pas envie de les recruter, quoi. Bien sûr. Alors justement, tu as parlé d'ambition. C'est quoi cette ambition pour Exotech ? Aujourd'hui, notre ambition, et depuis quasiment l'origine, c'est de bâtir un leader mondial dans le domaine de ce qu'on appelle l'intralogistique. Donc, c'est toute la partie entrepôt robotisé. Donc, c'est l'intérieur de l'entrepôt. On a un bon produit aujourd'hui, ce qui est le système de stockage et de préparation de commandes, qui a un produit rodé maintenant, puisqu'on a pas mal de sites installés qui fonctionnent. Et on est en train de le compléter avec un portefeuille de produits qui viennent justement rajouter des fonctionnalités autour de ce noyau central, avec des produits qui sont en train de sortir cette année ou qui vont sortir l'année prochaine, qu'on est en train d'installer parfois déjà sur des projets en cours. Et puis d'autres produits qu'on va développer. Et donc c'est vraiment l'idée d'être un leader de notre catégorie, avec une nouvelle technologie et donc de remplacer les acteurs existants. Il faut savoir que nos concurrents aujourd'hui sont des boîtes, les 10 premiers mondiaux ont tous des chiffres d'affaires qui dépassent le milliard de dollars. Le leader mondial fait 4,5 milliards. Voilà. Nous, on est encore un petit poussé à côté, mais on a l'ambition d'aller les chercher. Donc notre ambition, c'est d'ici 3 ans de rentrer dans ce top 10. Et de quelle nationalité le leader ? Le leader est japonais. Ensuite, c'est plutôt des acteurs. Il y a des gros acteurs qui sont plutôt allemands, hollandais, autrichiens, et quelques acteurs américains. C'est plutôt très européen en fait. Très bien. Et c'est donc, comme souvent, ça va se concentrer. Vous êtes armé avec vos investisseurs actuels ou futurs à faire de la croissance externe du coup, ou les remplacer. Oui, alors on va pas racheter nos gros concurrents. Si on fait de la croissance externe, c'est plutôt sur des sujets, on va dire aujourd'hui de technologie. Potentiellement d'aller acquérir des technologies complémentaires, des briques que nous n'avons pas. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, regarder des startups. Ça peut être aussi sur des sujets industriels. Acheter, par exemple, des fournisseurs, sécuriser des approvisionnements, sécuriser des sources, améliorer des sources industrielles, ce genre de choses. Donc c'est plutôt vers ça, sans doute, qu'on se tournerait. On travaille aussi avec des partenaires distributeurs, intégrateurs sur certaines régions. Potentiellement, ça peut être aussi des réflexions qu'on peut avoir. Oui. Et puis en croissance organique, c'est donc remplacer des systèmes anciens ou de concurrents par vos solutions à vous. Donc tu disais que c'est à peu près tous les 8 ans que ça change. Alors en fait, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un potentiel énorme d'entrepôts qui ne sont pas robotisés. D'accord, c'est le gâteau qui grossit alors. Okay. Ouais.
Voilà, c'est surtout ça. Et ensuite, effectivement, on a identifié, par exemple, il y a des secteurs comme la France ou l'Allemagne où il y a des systèmes qui arrivent un peu en fin de vie et où, dans ces cas-là, leurs détenteurs lancent des appels d'offres pour les remplacer. Et donc, nous, voilà, on a une solution qui est beaucoup plus agile que les anciens systèmes et donc ça permet d'être très compétitif. On a aussi du repeat business avec certains clients, soit parce qu'ils ont plusieurs entrepôts qu'ils commencent avec un et ensuite ils passent à un deuxième, c'est un petit peu le cas de Decathlon, ou alors nos solutions permettent d'agrandir les systèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a vendu un système à un client, justement en tenant compte du fait qu'il fallait une capacité à suivre la croissance du client, et 2 ans après, on fait une extension de système. Et notre système permet de le faire de manière très souple et sans pénaliser la production en cours. Et ça, on l'a déjà réalisé. Donc, c'est pas juste un claim commercial, c'est une réalité qu'on a fait sur plusieurs systèmes déjà. Parce que, du coup, en se projetant comme leader mondial, j'imagine que vous avez une vision de ce que doit être la logistique demain. Ces derniers temps, on a plutôt vu des méga plateformes de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés consommer du foncier et venir centraliser. C'est en Europe, en tout cas de l'Ouest, où on produisait plus vraiment, venir recueillir tout ce qui a été produit ailleurs dans le monde. On parle de réindustrialisation. Tu disais qu'on pouvait être plus dense, plus haut. C'est quoi votre vision là-dessus? Est-ce qu'on va réindustrialiser en France, avoir besoin, en Europe en tout cas, ou peut-être proche de l'Europe, avoir besoin d'entrepôts plus petits? Comment vous le sentez, ça? Alors pour moi, les entrepôts, c'est pas de l'industrie, donc c'est du flux, c'est de la gestion logistique. Exactement. Mais il est clair qu'aujourd'hui, alors on va dire sur des pays comme l'Europe, on a à la fois, comme tu me disais, la terre est chère, donc on a vraiment une notion de la densité de stockage qui compte, avec la capacité à faire du stockage jusqu'au maximum de la hauteur des entrepôts. En France, on est plutôt sur 12 mètres 50 maximum. En Allemagne, ils peuvent aller jusqu'à 16 mètres, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se libéraliser aussi. Donc ça, c'est un challenge d'arriver à faire des entrepôts où on maximise le stockage de manière très haute, où on augmente la densité et l'emprise et on diminue l'emprise au sol. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on a fait des innovations récemment pour pouvoir justement améliorer la densité. Et l'autre élément, c'est dans la plupart des vieux pays, c'est que le boulot dans un entrepôt, c'est un boulot harassant et pénible. Donc tout ce qui vient aider les préparateurs de commandes finalement à avoir un job moins fatigant, plus ergonomique, eh bien va être recherché aujourd'hui, puisqu'il y a une grosse problématique de rétention des employés. On le voit au Japon par exemple, où là c'est carrément un problème, puisqu'il n'y a pas de jeunes qui veulent aller travailler dans les entrepôts. Donc là, ils vont encore plus loin en étant très friands de systèmes qui remplacent carrément les préparateurs, et c'est pour ça qu'on a, comme la plupart des acteurs au monde, développé un bras de préparation. Donc il y a une question à la fois de densité de stockage. En Europe, par exemple, ou dans les grandes villes américaines, il y a cette notion du dernier kilomètre. Donc plus on rapproche l'entrepôt de la ville en ayant une capacité à préparer rapidement, de manière efficace et à livrer rapidement, mieux c'est. Donc là, c'est vraiment la question de la densité est très importante. Et ensuite, comme je disais, la masse d'entrepôts qui reste aujourd'hui manuelle est très importante. Donc il y a vraiment un marché à aller chercher dans ce domaine-là. Très bien. Et soyons fous, vous prévoyez des drones pour livrer. Tu parlais du dernier kilomètre. Vous permettez de vous rapprocher des villes. Vous le sentez comment, ce futur? Pas encore de drones qui viennent nous chercher. Pas encore les drones qui viennent chercher. Pas encore le drone Exotech, alors. Non. Aujourd'hui, nous, on travaille sur l'intérieur de l'entrepôt. Donc, ça va on décharge un camion jusqu'à on recharge un camion. Et là, le champ d'action, il est déjà énorme. Donc on a déjà pas mal de produits sur lesquels on travaille, qui sont en cours qui vont bientôt sortir, et qui vont nous permettre d'offrir des solutions plus complètes. Aujourd'hui, quand on installe un entrepôt complet, on va chercher des solutions d'autres fournisseurs pour, par exemple, l'emballage, l'ouverture des cartons, etc. Et ça, c'est des choses que potentiellement on veut pouvoir adresser, et c'est là-dessus qu'on travaille. Très bien, c'est un secteur que je visualise un peu parce que j'ai aussi une entreprise de transport et de logistique dans mon groupe familial, la SMTRT, et je confirme, les chargés des camions déchargés, c'est crevant. Je l'ai fait il y a quelques étés.
il y a quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est vous êtes une société récente, vous êtes né dans le Nord, vous êtes aux US, vous êtes au Japon, c'est quand même des cultures très différentes. Tu as parlé de Japonais qui voulaient pas faire ces boulots manuels. Comment vous vous adaptez à ça? Alors, c'est un challenge. Aujourd'hui, c'est clair que, Exotech est une société qui a une culture forte depuis le début, avec des dirigeants qui ont vraiment réfléchi aux valeurs, à l'entreprise qu'ils voulaient créer lorsqu'ils l'ont créée, aux valeurs qu'ils voulaient suivre, et on travaille dessus d'arrache-pied. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qu'on dispense dès le recrutement pour que les gens sentent notre culture très forte. Et c'est vrai qu'un des challenges, c'est d'arriver à ce que cette culture, elle passe la barrière des frontières et qu'on arrive à la partager avec nos nouvelles recrues, quel que soit le pays. Et on voit bien que forcément, en Europe, c'est une culture beaucoup basée sur l'exigence, sur la responsabilité, sur l'autonomie des collaborateurs, sur une hiérarchie très plate, sur un peu en mode ingénieur, c'est-à-dire il y a un problème, il faut le résoudre et on est autonome pour résoudre ce problème. Donc c'est pas une culture où on demande l'autorisation à son chef, jamais, surtout pas. Et on voit bien qu'on a autant c'est quelque chose d'assez simple quand on embauche des Allemands, d'autres nationalités européennes, ça fit bien. Les États-Unis, on a vu que ça a pris très facilement. On a ressenti plus de difficultés au Japon, surtout qu'on a on a créé une équipe japonaise qui montait à 35 personnes en moins de 2 ans pendant le Covid. Pour réaliser les 2 plus gros contrats jamais signés par l'entreprise. Et tout ça en ne pouvant pas y aller. C'est-à-dire qu'il y a eu des fenêtres d'aller-retour très serrées. Et ensuite, on ne pouvait plus envoyer personne au Japon. Et donc, en particulier, pas de manager. Donc, le management à distance, à travers Teams, en anglais, quand c'est la langue d'aucun des 2 interlocuteurs, que ce soit un manager français et un ingénieur japonais, c'est pas évident, c'est même très difficile. Aujourd'hui qu'on a pu enfin envoyer des gens là-bas, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à rattraper au niveau culturel, au niveau d'insuffler la bonne façon de manager. On a développé nos propres programmes internes d'animation du leadership. C'est des choses qu'on a eu du mal à faire passer là-bas. Et maintenant, on a mine de rien, on peut pas être international sans se déplacer. Et maintenant, on a ce challenge à rattraper de pouvoir se déplacer sur place pour réinsuffler de la culture. Par exemple, on a beaucoup de culture de la fête, donc avec le Covid, ça a été un peu compliqué. Des choses comme ça. C'est quoi ces valeurs du coup que vous aviez définies? Ce que je disais, de l'exigence sur la qualité du travail, ça, de la responsabilité individuelle, le fait de faire des choses avec enthousiasme aussi, ça c'est très important, le collectif, ce genre de valeurs. Très bien, qui forcément trouve un écho au Japon, mais qui s'appréhende différemment dans les pays asiatiques sur le respect de la hiérarchie. On n'est pas dans les mêmes codes. Pour terminer, pour aller maintenant un peu plus sur toi, donc toi tu as donc la responsabilité de la direction financière, mais aussi tout ce qui est support. Donc c'est intéressant pour peut-être des entrepreneurs de PME. Qu'est-ce que tu englobes dans le support? Alors, Exotech c'est une boîte d'ingé, donc en gros le support c'est tout ce qui est pas ingé. En fait, en gros c'est dans mon périmètre j'ai donc l'équipe finance, l'équipe ressources humaines. On est en train de créer une grosse équipe formation. J'ai les sujets juridiques, les sujets immobiliers, l'informatique de gestion. Et désormais, les sujets on est en train de bâtir un peu les réflexions autour du contrôle interne et de l'ESG. Ouais. Je sais pas si tu risques de t'ennuyer dans les prochains jours avec autant de sujets. Le ESG chez vous, ça implique quoi, du coup? Quelles sont les pistes de réflexion? Alors c'est un peu naissant déjà, il y a le fait qu'on a grandi très vite, en particulier avec des extensions internationales. Donc il y a toute une réflexion auquel désormais, vu notre taille, on ne peut plus couper, qui sont un peu des réflexions alors moi je dis que c'est la mise en place du contrôle interne. Donc on tombe aujourd'hui sur des réflexions autour de comment on gère les risques de corruption, les risques liés au choix de nos partenaires. Donc comment on audite nos fournisseurs, comment on choisit nos partenaires, donc tout ce qu'on appelle les risques de blanchiment d'argent, de remonter les filières en fait d'approvisionnement. Donc ça c'est un premier volet. Et puis ensuite il y a les volets plus environnementaux.
où aujourd'hui on a commencé à travailler sur l'impact de nos produits. Donc on a fait des analyses sur effectivement les émissions CO2 de nos systèmes pour commencer à analyser qui sont les gros, un peu analyse 20-80, qui sont les gros leviers sur lesquels il faut aller chercher d'amélioration de la génération de CO2 liée à nos produits. Et on va commencer à rentrer dans une démarche plus globale, en fait, de mesure de la totalité, évidemment, du CO2 produit, et puis donc des réflexions connectes autour de nos produits et des impacts environnementaux, sachant que nous, on a plutôt des impacts industriels très, très propres. Le montage de robots, on peut manger par terre, tellement c'est propre. C'est vraiment du montage électromécanique de précision. Mais par contre, voilà, c'est plutôt sur nos produits où on se pose les questions. Par exemple, comme ce sont des robots qui fonctionnent à l'électricité, c'est à la fois propre parce que ça utilise l'électricité, et ensuite, comme tous les acteurs d'électricité, on a des réflexions autour de la batterie. Quel va être le cycle de vie de la batterie, comment à terme on va recycler cette batterie, voilà. Donc c'est plutôt des réflexions de ce type que nous menons. Bien sûr, c'est passionnant. Et puis pour terminer sur une touche encore plus perso, tu es donc basé dans la région lilloise avec des semaines incroyables, avec autant de choses à faire. Comment tu fais pour tenir? Qu'est-ce que tu as? Quelle est ta soupape? Alors, je suis pas forcément un bon exemple parce que mes enfants étant grands, je peux me consacrer tellement à Exotech, mais c'est toujours un risque. L'avantage, c'est de vivre dans la région lilloise où, en fait, on peut tout de suite vivre en dehors de Lille. Donc, moi, personnellement, j'habite un petit peu à 20 minutes de Lille, c'est-à-dire dans une maison, dans un petit bourg avec une maison à la campagne, où on peut tout de suite faire des randonnées avec son chien vraiment dans la campagne. Donc ça, c'est vraiment ma bouffée d'oxygène du week-end. Et puis sinon, dans la semaine, Exotech, c'est une entreprise où on fait beaucoup de sport. On partage beaucoup d'activités sportives le midi. Donc ça, c'est une vraie soupape pour moi-même et je le vois surtout pour mes équipes. Donc et ça fait un peu de team building, voilà, d'aller à la piscine, d'aller au yoga, d'aller faire voilà. Donc moi perso, c'est plutôt piscine et yoga. Voilà. Parfait, super. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Guillaume. Et félicitations parce que on l'oublie, mais cette société est très récente. Vous êtes dans le monde entier sur un terrain industriel en France. Bravo et merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci pour votre invitation.